C'est un plaisir de vous avoir avec moi. Je vais vous laisser vous présenter dans quelques minutes. Attention, alors donc on est dans un cycle diagnostic immobilier. Vous m'entendez bien, hein, Philippe? Tout à fait. Oui, encore. Parfait. Donc sur lequel c'est un grand plaisir de clôturer avec vous ADX cette dernière conférence du trimestre des grands circuits. Et vous voyez, on va parler aujourd'hui passoire thermique et interdiction de location, diagnostiquer, optimiser et planifier les travaux. Vous voyez qu'on a d'autres conférences aussi également en juin, en septembre et en novembre sur les sujets du diagnostic. Merci à vous, chers conférenciers. Vous voyez les logos des intervenants et puis un petit trombinoscope voilà, des différents intervenants. Je vais peut-être vous laisser vous présenter parce qu'il y a une personne en plus qui nous a rejoint. Donc, je vous propose de faire un petit tour de table de présentation. Voilà, alors qui est-ce qui veut commencer? Peut-être Julien? Alors, Julien Balavoine, je suis le directeur commercial d'ADX Group et je vais laisser mon cher homologue se présenter aussi. Bonjour, Philippe Sell, donc directeur technique d'ADX Group. Bonjour, Voilà, oui, Philippe. ouais, Philippe de Montagu, je travaille chez Matera et je suis responsable du pôle rénovation énergétique et partenariat chez Matera. Très bien. Ensuite, on a effectivement deux personnes avec nous. Normalement, vous deviez être seul, Alexandre, mais vous êtes venu en renfort. Allez-y, alors présentez-vous. Bonjour, donc je suis Sylvain Artis et je suis responsable de la performance énergétique et environnementale chez Inolia, bailleur social. Donc Alexandre Baudin, je suis conducteur d'opération et en charge de la cellule opérationnelle sur les passoires énergétiques chez Inolia. Voilà, donc on voit que pour parler de ce sujet, merci à vous, on a les bailleurs qui sont représentés, donc la maîtrise d'ouvrage, les syndics qui sont représentés avec vous. C'est un raccourci que je fais avec Philippe et Matera. Et puis, bien entendu, les diagnostiqueurs immobiliers. Donc, on a prévu de commencer déjà par une petite présentation de cadrage, Julien et Philippe, sur ce sujet, et ensuite rentrer dans le vif du sujet sous forme d'une table ronde. Et puis, cher public, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, dans le chat, pardon, de Zoom. Et du coup, on reprendra ces questions en fin de conférence autour de 10h30. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors peut-être qui est-ce qui présente, qui partage son écran Je vais le entre faire. Julien, c'est Julien. Hop. Tac. Voilà, et on va faire diaporama et on vous laisse présenter vos éléments. Les autres, vous pouvez effectivement couper votre caméra si vous le souhaitez pendant cette période. Donc, je vais présenter rapidement ADX Group. Donc, nous sommes un bureau d'études de l'existant et notre vocation, et c'est comme ça que la société s'est bâtie ces 20 dernières années. Ça tourne autour de l'amélioration de la qualité de vie de chacun, à la maison comme au travail, et avec un respect profond de l'environnement. Donc, on a 3 grandes valeurs affichées qui sont la sécurité, avec nos métiers de la pollution, donc œuvrer sur la santé et sécurité au travail, mais aussi au domicile. L'éthique, travailler en transparence et faire du développement des compétences de nos collaborateurs un axe majeur. Et l'environnement, avec le repérage des polluants et la gestion et l'entretien du bâti. Donc, on a un petit quiz déjà pour tous nos participants. Donc, sur le Voilà, nombre de passoires thermiques en France. Vas-y, Xavier. voilà, je vais vous présenter le quiz. Alors, combien est-ce qu'il y a de passoires thermiques? Donc, voilà, cher public, vous pouvez voter sur ce quiz. Donc, il y a 4 réponses possibles. Je vois vous êtes en train de voter. Ça y est, c'est parti. 2,5 millions, 3,6, 4,8, 5,4. Allez, je vous laisse voter tranquillement. Allez, je vous laisse 4 secondes. 3, 2, 1, 0. Ça mériterait de définir ce qu'on appelle une passoire thermique aussi, mais on va l'aborder. Voilà, je mets fin au sondage, Julien et Philippe, et je vous partage les résultats et vous allez me dire ce qu'il en est. Voilà, la majorité du public dit 4,8 millions. Est-ce que c'est juste, Julien?
Eh bien, je pense que la majorité a raison, j'espère, sinon je me suis trompé aussi. C'est effectivement 4,8 millions de foyers qui vivent dans des passoires énergétiques. Faut savoir que le secteur du bâtiment est responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre en France. De tous les secteurs économiques, c'est le plus grand consommateur d'énergie. D'où, et on va revenir dessus, l'apparition de la loi climat et résilience, et avec des délais courts aux bornes de nos maîtres d'ouvrage. Je vais rappeler les contextes et les enjeux. Hop. Ah oui, c'est mieux, j'avais le visage de tout le monde sur la slide, c'était pas simple. Alors, en élément contextuel, on a l'accord de Paris qui a pour objectif, donc ça a été signé par 196 pays et 55 qui ont pris l'engagement de l'appliquer. Donc, c'est une cible à moins de 2 degrés d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, ça nous emmène sur une neutralité carbone, ce qu'on appelle le net zéro, en 2050. Et on voit que le logement, c'est 12% des gaz à effet de serre en France. Et vous voyez que tous les secteurs d'activité vont être impactés puisque c'est le troisième, le résidentiel et le tertiaire, émetteur de CO2. Donc, ça va impacter à peu près tous les secteurs de l'économie et la vie de toutes les personnes, puisque tout le monde devra être contributeur dans cette réduction de gaz à effet de serre. Une petite précision, le net zéro, c'est un schéma qui indique que tout ce que nous, on émet est compensé, soit par des puits de carbone, soit par des solutions industrielles. Mais tout gramme de CO2 libéré doit être compensé. Et donc, dans le cadre de l'accord de Paris, est apparue il y a peu la loi climat et résilience, donc, qui engage tout le monde. Et la loi climat et résilience, qui a été promulguée en août 2021, elle traduit dans la réglementation française des actions très concrètes. Donc, il y a 3 grands axes pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont les obligations de travaux liées à la mise en location, les optimisations, les priorisations et la planification des travaux de rénovation. Et la notion de planification est très importante. Et puis, parce qu'on est une société qui fait aussi de la recherche de polluants, il y a la protection des occupants pendant la période de travaux. Philippe? Oui, je prends la main. Donc l'État a mis en place un calendrier assez très ambitieux sur plusieurs points. Donc, pour l'économie d'énergie dans le bâtiment, on va retrouver trois grands axes majeurs qui sont la maison individuelle avec l'audit énergétique qui entre en vigueur d'ailleurs dans quelques jours. Ensuite, on a le plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés et enfin le décret tertiaire pour tous les bâtiments industriels. Donc voilà, sur cette présentation, on a un calendrier qui a déjà commencé. Ça y est, on est dans la course. Le 25 août 2022, on a eu le gel des loyers sur les maisons classées, maisons et appartements classés en F et G. Et on va aller ainsi de suite crescendo sur les DPE avec une interdiction de location pour les grands G. Donc, ce que j'appelle grand G, ça va être les DPE qui sont notés à plus de 450 kWh énergie finale. Donc, au 1er janvier 2023. Ensuite, on va retrouver ces interdictions de louer pour tous les G en 1er janvier 2025 et on va monter jusqu'à 2028 pour F et 2034 pour les E. En parallèle, on a
nos obligations sur le plan pluriannuel de travaux qu'on va détailler un peu plus tout à l'heure sur la slide suivante, qui vont… Excuse-moi. Non, c'est pas fini. On revient. Je reviens, excuse-moi, c'est mon doigt qui a ripé. Hop, voilà. Donc, plan pluriannuel de travaux qui sont obligatoires, qui seront obligatoires donc, pour les copros comprises entre 51 et 200 lots l'année prochaine. On a commencé avec les plus de 200 lots depuis le 1er janvier de cette année. Et ensuite, 2025, on retrouvera toutes les copros, du coup, avec, pour s'en rappeler, un petit décalage d'1 an sur l'obligation du diagnostic de performance énergétique obligatoire pour ces copropriétés. Donc, sur les supérieurs à 200 lots, quand le PPT est obligatoire au 1er janvier 2023, on a le DPE collectif qui est obligatoire au 1er janvier 2024 et ainsi de suite pour les 51, 200 lots et les 51 lots. Donc, ça va permettre d'accélérer la rénovation énergétique. Et là, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, petit focus sur l'audit énergétique des maisons individuelles et des immeubles en monocopropriété. Donc, cet audit réglementaire qui va débuter au 1er avril va permettre pour l'acquéreur d'avoir des scénarios de travaux qui vont déjà le sortir dans un premier temps de la passoire énergétique pour le mettre au minima en E et l'objectif étant de monter l'ensemble des logements en C pour tous ceux qui sont en F et G et ceux qui sont en DE, essayer de les monter en B. Donc voilà, avec un chiffrage. Vous pourrez nous poser des questions complémentaires en fin de réunion. Je veux bien que tu passes… Donc oui, plusieurs scénarios, pardon. On va retrouver ces audits énergétiques pour la vente, mais aussi dans le cadre incitatif pour l'économie d'énergie avec MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, les éco-prêts taux zéro. Et ces audits énergétiques peuvent être faits soit de méthode 3CL, sur la méthode 3CL, en général, donc pour tout ce qui est individuel. Pour ce qui est collectif, on sera également en 3CL, sauf si les économies d'énergie si les aides C2E sont demandées, où là, on a une demande d'éligibilité qui passe par BAO et la THCX. Merci. Donc là, on était sur la BAO, la THCX, donc c'est clairement dans le cadre du plan pluriannuel de travaux qu'on va demander ce type d'audit énergétique. Et donc, le plan pluriannuel de travaux, quel est son objectif? L'objectif, donc, il vient remplacer le DTG qui existait avant celui-ci. Il vient intégrer évidemment la problématique énergétique. Donc, l'idée étant d'organiser les travaux sur 10 ans dans l'immeuble et en organisant ces travaux, je prends bien évidemment en compte maintenant la partie énergétique dans le but de faire des travaux qui soient sensés et pas à refaire. Merci. Il est important, donc ADX recherche bien évidemment tous les polluants du bâtiment.
Et on a mis cette slide qui peut sortir un peu du contexte énergie, mais ça nous semblait important de le remettre. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler avec un bureau de contrôle existant qui cherche les polluants, qui sait chercher les polluants du bâtiment, va permettre, si on mène les investigations, les recherches amiante, plomb en même temps que la partie audit énergétique, ça va vous permettre de gagner un tour, d'éviter de refaire des propositions d'amélioration de travaux et d'intégrer le risque amiante dès le départ dans les coûts, puisqu'on sait bien que les coûts engendrés par la présence d'amiante ou de plomb peuvent être considérables, et si on ne les prévoit pas dès le départ, ça va occasionner obligatoirement des délais de retard dans les rénovations énergétiques. Et puis le fait que les F et G soient aussi majoritairement dans les périodes où on employait massivement du plomb et de l'amiante dans les constructions. Et là, c'est spécifique monocopropriété. Monopropriété, pardon. Donc là, on retrouve la fresque avec les dates qu'on avait tout à l'heure, mais spécifiquement pour la monopropriété, où on retrouve 4 millions de logements qui doivent être rénovés d'ici 2034. Donc c'est important de le prendre en compte dès maintenant, cette date de 2034. Parce que là, aujourd'hui, on parle des F et G, mais il faut qu'on s'organise dès maintenant pour la rénovation énergétique jusqu'aux notes E et D. Voilà. Donc, ça c'est peut-être pour toi, Julien. Oui, on voit que le calendrier est très court. Donc, effectivement, on ne parle pas de quelque chose lointain dans le temps, mais qui a déjà démarré, en fait. Donc, là, on est, et c'était l'intérêt de la webconférence, c'était de refaire un tour d'horizon sur des choses dont c'est l'actualité pour bon nombre de nos interlocuteurs au quotidien depuis déjà 18-24 mois d'un point de vue opérationnel, et c'est ce qu'on va découvrir avec nos intervenants. Je vais rendre la main. Hop. Voilà, je vais arrêter le partage. Super. Merci Julien. Merci Julien et Philippe pour cette présentation. Alors, effectivement, on voit qu'on est dedans, hein, là, en tout cas en termes d'obligations et de contraintes qu'il y a pour les mises en location, hein, puisque on commence tout de suite à avoir les premières contraintes. Alors, ce qui est intéressant, et on va continuer ce tour de table aussi avec vous. Philippe, pour Matera, parce que vous avez aussi une petite presse à nous partager, parce que ce qui nous intéresse, c'est votre retour d'expérience en tant que, je vous ai dit syndic, c'est faux, hein, mais représentant des copropriétés, puisque vous avez un service, vous accompagnez les copropriétaires dans les enjeux. Et effectivement, aujourd'hui, la rénovation énergétique, si j'ai bien compris, vous ne pouviez pas passer à côté. Et c'est une demande des copropriétaires que vous accompagnez au sens large, hein, sur les aspects juridiques et techniques. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions. Exactement. Je vais peut-être rapidement vous présenter Matera. Matera, en fait, c'est une plateforme numérique avec assistance. Donc, c'est un SaaS qui accompagne les copropriétés en syndic coopératif et en syndic bénévole. Donc, en gros, c'est un modèle alternatif au syndic traditionnel. L'idée, c'est de rendre la main aux copropriétaires pour gérer eux-mêmes la copropriété et gagner ainsi en rapidité d'exécution, en transparence, faire des économies de charges également. Aujourd'hui, Matera, on existe depuis 5 ans et on accompagne 7000 copropriétés, ce qui représente à peu près 150 000 logements. Il faut savoir que sur ces 150 000 logements, on estime à 30% de logements qui sont loués. Donc, on a à peu près 30% de propriétaires bailleurs chez Matera. Et donc, quand la loi climat et résilience en 2021 est apparue, il nous a semblé nécessaire et essentiel pour nous de bien accompagner nos copropriétés en proposant une offre supplémentaire gratuite, à savoir l'accompagnement en rénovation énergétique pour la copropriété. Car vous n'êtes pas sans savoir que des rénovations
les rénovations partielles au niveau individuel sont moins efficaces que les rénovations globales des copropriétés. Et souvent, les propriétaires bailleurs sont moins enclins à faire des travaux d'isolation par l'intérieur parce qu'ils vont perdre du mètre carré et préférer souvent le faire par l'extérieur, quand c'est possible, évidemment. Aujourd'hui, du coup, on est implanté dans toute la France et on a le scope de copropriété qu'on accompagne et traduit bien le scope français, à savoir malheureusement autant de passoires thermiques qu'au niveau du national. Et donc, on est vraiment très concerné par cela. Je vais passer rapidement sur cette slide parce que Philippe l'a présenté tout à l'heure. Au niveau des obligations au niveau individuel et collectif de la loi climat et résilience, avec des interdictions progressives de location et des obligations au niveau collectif de mise en place de PPT et de DPE qui permettront effectivement d'engager ces travaux de rénovation énergétique au niveau des copropriétés. Chez Matera, on a vraiment la conviction que c'est par l'information qu'on va pouvoir mettre en place des actions de travaux de rénovation énergétique. Et c'est pour ça qu'on a accentué notre accompagnement sur les premiers kilomètres de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, notre objectif, nos 5 principales missions sont vraiment de sensibiliser, d'informer, d'anticiper, de s'engager pour renégocier après éventuellement des contrats dans un deuxième temps, dans un cinquième temps. L'objectif, c'est de sensibiliser les copropriétés aux enjeux de la rénovation énergétique, aux enjeux de la loi climat et résilience, de les informer des obligations légales à venir, d'anticiper les temps des travaux qui sont extrêmement longs en copropriété parce que la prise de décision est bien plus rallongée qu'au niveau individuel car chaque décision doit être sanctionnée en assemblée générale. Et après, c'est de s'engager aussi au niveau des travaux pour que l'objectif de sortir des passoires thermiques ou même d'améliorer la note du DPE soit bien respecté. Notre accompagnement se focalise vraiment sur les premiers kilomètres où en fait on va prendre contact directement souvent avec nos copropriétés qu'on a identifiées grâce au registre national des copropriétés, grâce à la base de données du CSTB qui sont concernés par les enjeux de la loi climat et résilience. On les contacte directement, on leur explique l'urgence, le degré d'urgence qui existe à s'engager sur des travaux de rénovation énergétique. Et tout de suite, on va les accompagner en leur proposant de répondre à une enquête qui va nous permettre d'avoir un bilan initial de leur copropriété pour avoir une estimation un petit peu des travaux qui semblent vouloir faire. Est-ce qu'il faudrait refaire une toiture, etc. Selon s'ils sont disposés ou non à aller plus loin, on va les mettre en relation avec France Rénov', avec des bureaux d'études thermiques pour faire des audits énergétiques, avec éventuellement des assistances à maîtrise d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre s'ils sont déjà un peu plus en aval dans leur projet. Philippe, je vous coupe juste, restez juste sur cette diapo. Ouais. Le bilan initial pour les copropriétaires, c'est pas que l'aspect énergétique, c'est aussi l'aspect l'état du logement, j'imagine, les finances de la copropriété, parce que si la copropriété n'est pas à jour de ses comptes, elle peut pas engager des travaux. Hein, il faut déjà se mettre. Et donc il y a vraiment, il faut faire comprendre aux copropriétaires qui nous écoutent aussi, aux bailleurs et aussi aux accompagnateurs, hein, que ce point initial est un élément essentiel, c'est ça? Il y avait 2 questions que je voulais vous poser, et puis le deuxième, c'est vous avez parlé des France Rénov', on entend la pub un peu à la télé ou à la radio pour redécrire qui sont ces conseillers France Rénov'. Hein. Bien sûr. Alors, tout d'abord, le bilan initial matériel, effectivement, il concerne une partie, on va dire, un peu plus bâtiment. Donc, ce ne sera pas forcément thermique parce qu'on n'est pas tout simplement thermicien et nos copropriétaires ne le sont pas non plus. En revanche, ça va être on va leur poser tout simplement quand est-ce qu'ont eu les dernières rénovations de votre copropriété. Est-ce qu'il y a eu des fenêtres de changées? Est-ce qu'il y a eu un ravalement, un changement de toiture, etc. pour estimer un petit peu le degré d'entretien de la copropriété. On va leur poser aussi la question du DPE individuel parce qu'ils connaissent tous normalement à peu près leur DPE individuel, sauf si vraiment ils ont acheté ça il y a 40 ans. Mais en général, ils ont une estimation du DPE. Et puis nous, grâce au CSTB, en fait, on peut avoir aussi une estimation du DPE de la copropriété. Et après, effectivement, il y a ce qu'on va dire une pré-enquête sociale, à savoir le niveau d'impayé,
combien de copropriétés sont vraiment engagées dans la copropriété, combien de copropriétaires sont engagés dans la copropriété, est-ce que la copropriété a du mal à faire voter les travaux. Ça, c'est un petit peu à des degrés plus subjectifs, hein, des questions un peu plus subjectives, mais qui sont souvent très importantes parce qu'en fait, c'est dans ce genre de détails assez subjectifs que des travaux de rénovation énergétique réussissent à passer ou à ne pas passer lorsque des copropriétés font trop blocage. Et après, pour répondre à votre deuxième question, le conseiller France Rénov, en fait, c'est un conseiller national. Enfin, France Rénov, en fait, c'est l'ANA qui a, pour accompagner la rénovation énergétique, a créé des bureaux au niveau local, donc soit en propre, soit avec des partenaires, type des maîtrises d'œuvre exécutantes, etc., ou même de certains bureaux d'études thermiques, qui vont avoir en fait ce rôle de tiers intermédiaire, d'information pour donner l'information au niveau local, donc aux copropriétés, aux syndics, etc. Oui. Donc, Souvent, les conseillers France Rénov sont aussi ce qu'on appelle les agences locales de l'énergie climat. Bon, on ne va pas embrouiller le public, mais, oui, c'est ça, mais souvent les effectivement, valets. c'est les représentants des collectivités qui font ce premier accompagnement parce que de mémoire, je parle sous votre contrôle à tous, y compris Alexandre, de mémoire, il y a environ 4 milliards d'euros qui sont par an, hein, qui sont fléchés en termes d'aide sur la rénovation énergétique. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, vous ciblez l'accompagnement, ça on a vu, des copropriétés. Exactement, on les appelle. Enfin, on a une réunion pour justement un peu descendre le bilan, ce qu'ils envisagent, ce qu'ils envisageraient. On leur explique, enfin, on leur donne le maximum d'informations, le coût estimé vraiment grosse maille évidemment, parce que c'est pas un audit, mais pour les mettre un petit peu, pour les confronter un peu à la réalité, leur expliquer aussi qu'ils peuvent avoir des subventions, quel type de subventions, les C2E, ma prime rénov copropriété, leur expliquer que pour obtenir ma prime rénov copropriété, il faut obtenir 35% de gains énergétiques, donc ce qui va nécessiter nécessairement plusieurs postes de travaux en même temps. Donc, d'où l'intérêt de faire un audit énergétique pour avoir vraiment l'information complète. En fait, on vient vraiment leur expliquer que sans information, il n'y a pas d'action complète et que sans information, ce sera toute action qui serait mise en place serait un peu que un espèce de sparadrap qui malheureusement pourrait partir assez rapidement. L'idée, c'est après de les mettre en contact avec des prestataires. L'intérêt, c'est comme aujourd'hui, on accompagne plus de 7000 copropriétés, on a pas mal de prestataires qui souhaitent travailler avec Matera. Et du coup, nous, notre objectif, c'est pas de prendre des commissions. Notre modèle n'est pas du tout un modèle de commissionnement sur des travaux. On prend 0 frais sur les travaux de copropriété. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner nos copropriétés au mieux et leur permettre d'avoir la meilleure information et les meilleurs acteurs au meilleur prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de créer des partenariats, notamment avec ADX, pour justement avoir des grilles de tarifs pour les copropriétés Matera extrêmement claires, extrêmement simples et harmonisées au niveau national pour que l'audit énergétique, on puisse s'engager facilement sur un prix pour une copropriété. Car en copropriété, malheureusement, c'est souvent l'aspect financier qui prime au niveau de la décision et le plus ce tarif est négocié à la baisse parce qu'il y a un effet volume grâce à Matera, le plus nos copropriétés seront engagées à travailler, enfin à s'engager sur ces travaux de rénovation et à prendre l'information grâce aux audits énergétiques. Au niveau, je vous parlais tout à l'heure du processus de rénovation en copropriété. Donc, comme vous le savez, chaque décision en copropriété doit être sanctionnée par un vote en AG, ce qui explique que malheureusement, c'est des travaux sachant que c'est des travaux qui évidemment coûtent cher, donc c'est évidemment souvent lieu de pas mal de tractations entre copropriétaires pour faire voter les différents travaux. Mais même en amont des travaux, il y a aussi les phases d'audit, les phases d'assistance à maîtrise d'ouvrage, les phases de maîtrise d'œuvre, le choix des différents scénarios de travaux. Tout ça, c'est des décisions qui doivent être prises en assemblée générale légalement et qui malheureusement rallongent le délai. Et donc, quand on voit qu'une rénovation globale de copropriété prend entre 2 et 3 ans, et quand on regarde le calendrier d'obligations ou d'interdictions à la location qui vont avoir lieu prochainement, on se dit qu'effectivement, les copropriétés doivent impérativement se mettre en route dès aujourd'hui.
Oui, ce planning-là que vous avez, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. C'est Là, que dans c'est la vraiment mesure les où la étapes sans aller-retour, effectivement. Là, il n'y a pas d'aller-retour. C'est juste, en fait, chacune des étapes vient sanctionner. Après, le rôle du conseil syndical, c'est quand même, et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc., c'est quand même aussi de présenter en assemblée générale, on va dire, une vision harmonisée avec l'objectif, c'est de voter c'est de voter le scénario et de pas forcément et de pas annuler le vote, quoi. Donc, il y a aussi tout ce travail en amont du conseil syndical, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du président du syndic, de faire ce travail de préparation pour expliquer au mieux les scénarios aux copropriétaires pour que la décision puisse se faire. Philippe, alors si on fait un retour d'expérience là sur les clients, là, je crois que vous avez une diapo là-dessus, Ouais. ça nous intéresse aussi parce que Voilà. finalement, ce que vous décrivez là, c'est un processus qui est connu, hein, donc on le rappelle pour le public qui est connu, mais pour certains, ils ne le connaissent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein de copropriétés que vous accompagnez, donc vous avez un premier retour d'expérience à nous faire là-dessus. Ouais. Alors nous, on a plein de copropriétés, mais ce qui est vrai, c'est on s'est lancé dans la rénovation, enfin dans l'accompagnement à la rénovation énergétique il y a un peu plus d'1 an, ce qui explique qu'aujourd'hui, nos copropriétés sont pas encore en phase travaux. Les plus avancées ont voté des maîtrises d'œuvre, donc la phase étude est en train d'être avancée. Donc on n'est pas encore en phase travaux. En revanche, aujourd'hui, on a voilà, 400 copropriétés, on a accompagné à peu près 400 copropriétés sur des problématiques de rénovation énergétique. Aujourd'hui, une quarantaine ont réalisé des audits, 55 en ont voté, 100 sont en attente de vote parce que la saison des AG arrive bientôt. Les audits votés, malheureusement, qui n'ont pas pu être réalisés, sachant que la période de chauffe va se finir, ce sera certainement pour l'année prochaine. Et donc, sur ces sujets-là, nous, on avance bien, on fait vraiment notre mission de premier kilomètre. Mais ce qui est vrai, c'est que les retours d'expérience qu'on peut avoir, au-delà de l'information qui est assez peu accessible, qui est parfois contradictoire, souvent, bon, heureusement, c'était notre travail quand même de cibler les différents diagnostiqueurs et bureaux d'études, mais c'est vrai que quand on s'est lancé dans l'offre au début, on avait beaucoup d'hétérogénéité au niveau des devis d'audit énergétique et même des devis de maîtrise d'œuvre exécutante et d'AMO. On avait beaucoup d'hétérogénéité malgré un cahier des charges souvent d'une métropole qui était assez clair. On pouvait avoir des devis qui allaient du simple au double, ce qui, en fait, quand vous avez une telle différence de prix, ça donne beaucoup de méfiance et pour le plus cher et pour le devis le moins cher. Donc, c'est assez difficile dans ces moments-là de vraiment bien conseiller nos copropriétés. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, le plus rapidement possible, s'engager sur des partenariats avec des acteurs nationaux qui pourraient avoir une offre unique, homogène et la plus transparente possible. Et après, effectivement, ce qui ressort souvent en copropriété, c'est le processus de décision qui est difficile, même pour des choix qui ne sont pas forcément très engageants. Je parle du vote d'un audit énergétique qui, en plus, dans pas mal de métropoles en France, est subventionné à hauteur de 5 000 €, ce qui donne quand même, en fait, ce qui réduit pas mal le coût de cet audit. Pour un audit, on va dire, d'une centaine de lots, on peut être sur un devis à 10 000 € à peu près, avec en fait tout simplement un reste à charge à 5 000 € suite à la subvention. Donc 5 000 €, c'est sur un 100 lots, ça ne représente pas grand-chose. Malheureusement, comme on est au-dessus des seuils de consultation, au-dessus des seuils de consultation du conseil syndical, on est obligé de le faire voter en assemblée générale. Et en fait, tous ces freins mis petit à petit ralentissent le processus de décision. Chaque assemblée générale, pour ceux qui sont en copropriété, savent quand même que c'est pas forcément une tasse de thé, c'est pas forcément une réunion où les gens sont souvent ravis d'aller. Parfois, les gens y vont un peu avec les pieds et le plomb parce que c'est souvent un espace de dialogue pour tout et rien et c'est très difficile de cadrer ce genre de réunion. Et du coup, nous, dans nos préconisations, ce qui est vrai, c'est qu'on souhaiterait, si on veut on estime que si on veut massifier en France la copropriété, la rénovation énergétique en copropriété, il est nécessaire de donner évidemment de la lisibilité, de clarifier les obligations et de les harmoniser, mais aussi de faciliter la prise de décision en copropriété via l'instauration, par exemple, d'une consultation écrite pour les audits énergétiques, les diagnostics, les choix d'AMO et de maîtrise d'œuvre.
et évidemment rester sur le vote des travaux en copropriété. La consultation écrite, en fait, c'est un modèle un mode de prise de décision qui existe en Allemagne et qui permet en fait tout simplement de voter par correspondance sans avoir convoqué une assemblée générale pour simplifier un peu la chose. Et évidemment, le dernier point qui est très important, pour l'instant, aujourd'hui en copropriété, chez Matera, on n'est pas encore confronté à ça parce que nos copropriétés sont assez en amont du projet, mais c'est l'aspect financier. Parce que en fait, une rénovation globale en copropriété coûte extrêmement cher, que pour de toute façon obtenir les subventions type MaPrimeRénov', il faut mettre en place une rénovation globale. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule banque qui propose l'éco-prêt à taux zéro, c'est la Caisse d'épargne Île-de-France. Et du coup, c'est quand même assez difficile d'accéder à cet éco-prêt. Et on trouve qu'il manque un petit peu d'innovation financière pour accompagner les copropriétés et de manière plus générale la rénovation énergétique en France. Je pense notamment, il existe un prêt avance rénovation qui est un espèce de prêt hypothécaire dans lequel vous payez l'intérêt et la charge du prêt en fait à la cession du bien, soit une succession, soit à la vente du bien. Ce prêt avance de rénovation, aujourd'hui, il est réservé il est réservé aux ménages les plus précaires et je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément que les ménages les plus précaires qui pourraient être intéressés par ce genre de prêt, ce qui pourrait quand même faciliter à terme la rénovation énergétique en France. Merci beaucoup Voilà, pour il y a une votre attention. diapo. Merci Philippe. Il y a une diapo juste avec vos coordonnées. Là, voilà. Donc, notre public nous a posé des questions tout à l'heure, hein. Vous récupérerez, cher public, les diapos qui vous seront envoyés en fin de conférence. On fait un petit deal, hein. Je parle sous votre contrôle, Julien, Philippe, Alexandre. Il y a un petit deal, on vous enverra un questionnaire de satisfaction et ceux qui répondront récupéreront automatiquement les diapos. Il y avait quand même. Est-ce que dans votre presse, il y a pas, ou dans vos discours, il n'y a pas une petite confusion? Alors, je pose la question à Philippe Sell. C'est vous parlez d'audit, mais aujourd'hui, on ne parle plus d'audit, on parle de PPT, de plan pluriannuel de travaux, parce que les aides, aujourd'hui, elles sont sur les plans pluriannuels de travaux et pas sur les audits, hein. Est-ce qu'on est d'accord, Philippe Sell? C'est que, bon, il n'y a pas une grosse différence entre le PPT et l'audit, mais. Oui, mais complètement. L'audit est une partie du PPT. ouais. Donc fait partie intégrante du PPT, est une obligation. Et pour répondre à la question tout à l'heure, oui, on a les audits réglementaires et on a les audits incitatifs. L'objectif à terme est qu'il n'y ait plus qu'un seul audit qui soit de vigueur. Donc ça, on pense normalement que ce sera pour le 1er janvier 2024. En attendant, on a l'arrêté du 29 décembre 2022, donc fin d'année dernière, qui dit que l'audit réglementaire qui va être fait à partir du 1er avril pourra servir également pour la rénovation, donc en tant qu'audit incitatif. Ouais. C'est important de le rappeler. Voilà, mais on est aujourd'hui là, on parle des copropriétés. Là, ce dont on parlait, c'est le plan pluriannuel de travaux, hein, le PPT, hein. Oui. Donc il y a le DTG les aides, elles sont surtout fléchées sur le DTG, le diagnostic technique global. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Est-ce que c'est pas, Philippe, est-ce que c'est pas aussi une difficulté pour des groupes comme les vôtres qui finalement il y a des différentes réglementations locales, des différentes aides locales. Il y a des cahiers des charges de DTG, je sais, qui sont là je parle aussi pour les deux Philippe, hein. Il y a des cahiers des charges de DTG qui sont locaux aussi et donc il faut uniformiser tout ça. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Bien évidemment. Enfin, surtout au niveau des subventions, en fait, les cahiers des charges, ils sont les cahiers des charges des métropoles. Donc, on peut citer la LEC de Lyon ou la métropole Grand Paris, ont leur propre cahier des charges pour le DTG, qui inclut une partie audit énergétique. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu ce raccourci de parler d'audit et non pas de DPE, parce qu'à ma connaissance, aujourd'hui, le DPE n'est pas encore subventionné. Mais en revanche, c'est l'audit dans ces métropoles qui est subventionné et l'audit qui Ouais. inclut évidemment une partie DTG ou un DTG qui Ouais. inclut une partie audit. C'est Effectivement, ce ça. qui est dommage, c'est que
Déjà, ces cahiers des charges au niveau de la métropole Grand Paris et de la Lake de Lyon ne sont pas harmonisés, ce pas les mêmes. Alors, moi, je suis pas thermicien, mais évidemment, il y a peut-être des différences de climat entre les deux, mais je pense que c'est pas forcément la même différence qui existe entre celle de Lyon et celle de la Haute-Savoie. Mais voilà, voilà, aujourd'hui, ce que je disais, c'est on peut regretter que l'harmonisation soit pas tellement à l'échelle nationale ou même et parfois même peu à l'échelle locale, sachant que certaines métropoles ont des cahiers des charges, pas d'autres. Certaines métropoles proposent des subventions, pas d'autres. Et c'est ce genre de choses qui, Oui. malheureusement, empêche un peu l'action, la prise de décision. Philippe, donc, si je comprends bien, vous militez pour avoir un audit, disons un DTG qui soit, puisqu'on parle de DTG, qui soit uniformisé au niveau national, des aides qui soient aussi uniformisées au niveau national. Et puis là où vous parliez d'incitation financière, effectivement, il y a encore des progrès à faire pour accélérer cette prise de décision, parce que sinon on voit que les copropriétaires vont être tout au moins les bailleurs vont être coincés sur la mise en location de leur logement parce qu'ils vont être contraints par des délais de prise de décision qui sont contraignants. Peut-être on peut continuer et puis après on va discuter tous ensemble avec vous pour Inolia. Alexandre et Sylvain, si vous voulez ouvrir votre caméra. Est-ce que vous pouvez rester après 10h30 avec nous, Philippe, ou pas, Philippe de Oui, c'est Montagu? bon. Ça, c'est bon, hein, ça, c'était géré. Alexandre, alors, on vous laisse ouvrir votre caméra et votre... Voilà, la caméra n'est pas ouverte. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Voilà, merci d'être avec nous aussi. Effectivement, vous êtes bailleurs sociaux. Bon, peut-être vous avez quelques éléments à nous partager aussi. Donc, vous êtes fortement contraint par cette nouvelle réglementation qui peut vous empêcher de mettre en location certains logements. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce sujet? Oui, alors je vais commencer par un propos introductif. On va commencer par présenter Inolia, puis on répondra bien évidemment à votre question par la suite, hein, parce que c'est une forte contrainte pour nous, effectivement, l'évolution réglementaire. Juste pour présenter Inolia, donc Inolia, on est le premier bailleur social du Calvados, le deuxième de la région Normandie. On gère un peu plus de 26 000 logements. Au-delà des chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 60% de notre patrimoine qui est du patrimoine collectif et puis 40% qui est du patrimoine individuel. On a. Je vous partage les diapos voilà, en même temps. J'attends le Voilà, vous voyez? Je vois très bien. Voilà. Ça se voit. Par contre, j'ai plus de visibilité. C'est que je pense que c'est en train d'arriver avec le. Ouais, on n'a pas une C'est en bande train passante d'arriver. exceptionnelle, on s'en excuse. Voilà, c'est bon. C'est bon. De toute façon, on peut peut-être désactiver la caméra pour gagner en bande passante. On s'excuse, effectivement, on a un petit problème de bande passante ce matin. Oh non, mais là, c'est bon pour nous. Hein. Nous, ça marche. Laissez-la. J'en étais sur la répartition, effectivement, 60% collectif, 40% individuel. On a à peu près, alors, l'ordre de grandeur, c'est 1500 logements qui sont classés en F et G, donc ça représente 5 à 6% de notre patrimoine, et ça nous met dans la moyenne nationale des bailleurs sociaux. Hein. Donc, c'est vrai que le parc social est quand même mieux classé que le parc privé au niveau national. On a aussi 4500 logements qui sont en étiquette E, ce qui veut dire qu'à l'horizon 2034, on en parlait un petit peu, on va devoir intervenir sur un quart de notre patrimoine. Donc là, on voit déjà que les délais sont quand même très, très courts. Alors, est-ce qu'on peut juste rebasculer sur la slide, les deux slides précédentes, s'il vous plaît? Celle d'avant, Voilà, pardon. Merci. On investit, parce que c'est aussi une donnée importante, on investit à peu près 26 millions d'euros tous les ans sur l'amélioration de notre patrimoine existant. Voilà, puis on loge 7% de la population du Calvados. On peut passer à la slide suivante. Là, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est qu'on a un patrimoine qui est extrêmement diffus. On a 7 agences de proximité réparties sur le département. Et donc, un patrimoine qui est, en termes de conception,
très variés. Là aussi, puisqu'on est dans le thème de l'énergie, au niveau des vecteurs énergétiques, on a à peu près 60% de notre patrimoine qui est alimenté avec le gaz naturel, 17% sur du réseau de chaleur, qu'on soit sur un réseau de chaleur bois ou de l'incinération, et puis on a 16% qui est en électrique. Voilà. Donc, on va passer à la slide suivante. Ça permet d'avoir un petit diaporama d'Inolia pour bien comprendre nos problématiques. Alors, la loi, vous en parliez, hein, la loi climat et résilience, elle a eu pour nous un fort impact sur notre politique de rénovation énergétique, puisque comme tout bailleur social, on a un PSP qui a été établi pour une durée de 10 ans, en 2020, 2020-2029, donc avant la parution de la loi climat et résilience. Ce PSP, Vous avez cité PSP, alors il faut décrypter pour le pardon, public. merci. Plan stratégique de patrimoine, excusez-moi. Un plan stratégique de patrimoine. Ça, c'est une obligation qu'ont les bailleurs sociaux de faire un plan. Oui, un bailleur social doit effectivement pouvoir projeter ses investissements sur 10 ans. Et donc, la difficulté, c'est que nous, on a fait ce plan stratégique de patrimoine avant la loi climat et résilience et sur la base d'anciens DPE, puisqu'on on est dans le thème, le DPE a évolué et ça rebat quand même les cartes pour nous, puisque les notes évoluent. La grosse incertitude aujourd'hui, on ne va pas trop rentrer dans la technique, mais c'est la disparition de la méthode facture pour les bâtiments collectifs, en fait, qui étaient chauffés collectivement. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une méthode pour faire le DPE, c'est la méthode 3CL. Et ça, c'est vrai que ça fait bouger les lignes en termes de notation et donc de classement de nos logements sur les F et G notamment. Mais Alexandre y reviendra tout à l'heure. Donc effectivement, l'interdiction de location aux horizons qui ont été précisés précédemment, c'est pour nous une forte contrainte. On est en train de refaire nos 26 000 DPE. On en a à peu près 40% qui ont été refaits aujourd'hui. Et l'enjeu pour nous, à travers ces DPE, c'est d'avoir une vision fine de notre patrimoine. Et puis, la dernière chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est pour nous l'objectif, en fait, de traiter les logements énergivores, donc F et G. L'enjeu pour nos clients, c'est de limiter l'augmentation des charges, puisque aujourd'hui, on sait que les énergies, le coût des énergies explose. Donc, l'idée, c'est de pouvoir contenir les charges locatives pour nos clients, améliorer le confort. Et puis, quand on parle de charges locatives, ce qui est très important, c'est de raisonner en coût global. C'est, à mon sens, quelque chose qui est un peu éludé parfois par l'ensemble de la profession. C'est-à-dire que si on doit faire des économies sur l'énergie, mais que ces économies sont grévées par des solutions techniques qui conduisent à un surcoût d'entretien, pour le client final, la balance peut rester positive, mais c'est moins intéressant. Donc, c'est le point important. Et puis, le deuxième enjeu, c'est pour ça qu'on a précisé stratégie bas carbone, c'est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On a parlé effectivement de la neutralité à horizon 2050. L'enjeu chez Inolia, nous, on a mis en place notre stratégie bas carbone. L'enjeu, c'est de pouvoir tendre vers une division par 6 de nos émissions à l'horizon 2050. Et les deux leviers principaux, en fait, pour arriver à ce résultat, c'est d'intervenir massivement sur la réhabilitation de notre parc, la réhabilitation énergétique, mais aussi de mettre en œuvre des matériaux qui soient peu impactants pour l'environnement. Donc des matériaux biosourcés, c'est pas vraiment le thème de la réunion, mais c'est aussi important, ça a du sens, je trouve, de le préciser, parce que voilà, toute la chaîne doit monter en compétence sur ce sujet-là, il me semble. Voilà. Et je vais laisser la parole à Alexandre sur la suite. Donc ensuite, alors il y avait la logique de l'orientation, hein, de comment on s'est positionné, nous, en tant que bailleur social, pour intervenir sur toutes les problématiques de logement qui étaient effectivement engrangées, comme Philippe l'a rappelé, ce qu'on appelle chez nous les jets d'essence qui sont supérieurs à 450 kWh et effectivement tous les logements qui étaient en F. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a dès la refonte et l'envisage de revoir tous les DPE, créé ce qu'on appelait une cellule chez nous pour travailler sur déjà la base d'un marché en CCTP, avec toutes les règles qu'on voulait pour pouvoir travailler sur effectivement tous les travaux qu'on devait prévoir dans les logements F et G, tout ce qui pouvait être en biosourcé, tout ce qui pouvait être en solaire, en électricité, etc.
Donc, il y a eu un gros travail chez nous qui a été fait en interne avec l'ensemble des directions qui ont été concernées. On a sollicité pas mal de personnes. C'était sur la slide d'avant, mais il n'y a pas de souci. Sur les orientations pour Je pouvoir… peux revenir sur la diapo d'avant, hein. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Je connais mon sujet, donc ça ne me dérange pas. Sur toute cette création de cellules avec l'ensemble des parties prenantes, ça a à peu près pris un an. Tout le travail de consultation, de fond avec les BPU, etc. On a vraiment, je le rappelle, mais tout fait en interne, sans AMO ni rien. C'était pour nous aussi être le plus réactif possible par rapport à cette loi qui nous imposait les évolutions à la fois sur les DPE et à la fois sur les étiquettes énergétiques avec les interdictions de relocation, soit des grands G ou des G d'essence, puis après, effectivement, des G EDF. Donc, on a phasé de façon différente. Aujourd'hui, notre marché passoire énergétique, il est avec 2 attributaires. On a décidé, donc, le Calvados, de le répartir en 2 lots géographiques, avec un lot Est et un lot Ouest, puisqu'on a 7 agences qui sont sur le territoire et on a à peu près un nombre de logements qui est équivalent en fonction des grands bassins de communes qu'on a. Et aujourd'hui, on est sur un premier travail avec ces entreprises où on est sur des visites, des premières solutions de travaux qui sont en train d'arriver. On a effectivement notre ligne de mire qui est l'intervention sur les G. Je le rappelle, ce n'est pas aussi simple que ce que la réglementation nous l'impose, puisque les premiers cas de logements qu'on visite, on va se retrouver sur des petits collectifs où on va à la fois avoir des logements qui sont en F et à la fois avoir des logements qui sont en G à l'intérieur, voire parfois même des logements qui sont en E aussi en fonction des orientations géographiques, de la situation de l'appartement dans les étages, de est-ce que son comble a été isolé ou pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres qu'on doit prendre en jeu pour travailler et sur des petits collectifs, vous vous doutez bien, on ne va pas se cantonner à uniquement faire les logements qui sont en G et à laisser passer les E qu'on devrait, quoi qu'il en soit, intervenir dessus en 2034. Donc, c'est Oui, vrai d'un point de vue travaux, c'est pas possible de toute manière, Alexandre. Quand on fait la rénovation d'un bâtiment, on Alors, fait quand l'ensemble on du fait la bâtiment, non? rénovation C'est pas. d'un bâtiment en global, effectivement, on a Ouais. différents leviers d'intervention, c'est-à-dire qu'on pourrait voir l'état d'usage de l'isolation dans les combles, l'état de la ventilation, l'état des menuiseries extérieures, mais souvent les logements qui sont les plus mauvais au niveau thermique sont assez régulièrement des logements qui sont en rez-de-chaussée, qui sont plutôt orientés au nord et donc nord-est pour les moins bons. Et quand on peut travailler sur l'isolation en comble, les logements qui sont avec du plancher chauffé, puisqu'on a quelqu'un en dessous et un comble qui est très bien isolé, on a des déperditions qui sont presque divisées par 2 pour ces logements-là. Ah oui. Donc là, on a des vraies contraintes de travaux là-dessus parce qu'on n'a pas toujours accès à un vide sanitaire ou à un sous-sol pour pouvoir isoler ce même logement. Donc, on travaille effectivement sur des réflexions d'enveloppe au global, donc en isolation thermique par l'extérieur, avec réfection de menuiserie et puis souvent de la ventilation pour avoir un petit package de travaux qui soit en adéquation avec les besoins dans les logements. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le phasage. Je vous ai donc pris 3 cas concrets sur lesquels on a commencé à travailler. Donc sur les 2 premiers types, on est sur donc des logements avant la création de ce marché, puisqu'on s'était déjà posé des questions, nous, sur les orientations en termes de travaux qu'on devait faire. Donc là, on est sur un ensemble de 22 petits logements individuels, chauffés effectivement au gaz naturel. Donc, on a différentes typologies de logements. Sur ce site-là, on a du T2, du T3, du T4, avec donc des contraintes, puisqu'on est sur des logements qui sont anciens, hein, clairement. Donc là, avec des murs où il y a peu d'isolants, voire pas du tout, des fenêtres qui ont déjà été remplacées il y a très longtemps, une isolation sous toiture, mais en zinc avec voligeage, donc sans intervention aujourd'hui possible. On a effectivement de la présence de bardage amianté sur ces logements-là. Donc là, on avait effectivement amorcé une première réflexion fin 21 sur ce premier petit ensemble pour travailler une logique de travaux et voir quelles orientations on pouvait prendre. Donc, bien entendu, on était sur des bascules nécessaires d'au moins 2 étiquettes. C'est l'ordre qu'on s'est fixé également dans notre marché F et G, c'est-à-dire que tous les logements qui sont en G doivent à minima être passés en D et les logements qui sont en F, on essaye de les passer à minima en C. Cette orientation, elle est effectivement aussi soumise à des contraintes et à des subventions qu'on peut aller chercher au niveau européen, voire régional pour certaines aides.
Donc là, sur ce programme-là, voilà, on vous présente un programme de travaux qu'on a travaillé avec une isolation de comble, une isolation de mur par l'extérieur, un remplacement de menuiserie, de la ventilation et de la chaudière, parce qu'on avait effectivement du réseau de gaz qui passait à proximité et qu'en travaillant sur une enveloppe performante du bâtiment, on pouvait effectivement considérer que les charges allaient être sur une production de chauffage et d'eau chaude par la même chaudière avec une bonne régulation, largement en deçà de ce qui était le cas aujourd'hui, mais même pour le futur, en considérant effectivement qu'en coût global, avec les entretiens des chaudières qu'on est capable, nous, d'impacter au niveau des charges clients, on est effectivement sur une situation qui est totalement appropriée, avec donc les gains énergétiques classés à côté, les gains en GES classés à côté, et puis des investissements qu'on génère sur ce type de bâtiment. Moi, j'ai fait des moyennes sur l'ensemble des 22 logements, puisque les plus petits ne sont pas forcément moins chers que les plus grands. Mais voilà, ça c'était pour le premier exemple. Le second exemple qui est sur la slide suivante, donc là on est sur un logement donc également individuel, mais alors là pour le coup qui est totalement une autre typologie, puisqu'on est sur une maison en petit moellon dans un bourg ancien du secteur du Calvados. On est également sur ce qu'on appelle un grand G ou un G d'essence, puisqu'on est à plus de 450 kWh avec du GES fort aussi. Les contraintes sur ce type de maison, on peut l'imaginer, dans ce bourg-là, il n'y a pas de maisons qui sont isolées par l'extérieur. On est principalement sur un bourg avec préservation du patrimoine, avec toutes les contraintes qui sont avec. On est frappé d'alignement puisqu'on est vraiment sur la voirie. Donc là, envisager de l'isolation thermique par l'extérieur sur ce cas d'école, c'est clairement impossible. Donc, il faut travailler les autres leviers qu'on est capable de faire. Donc, ça va effectivement… Alors, on avait un sous-sol sur cette maison qu'on ne distingue pas, mais qui existe. Qui était ourdi en béton, un comble classique en poutre bois avec un petit plâtre par-dessous, des fenêtres qui étaient plutôt, elles, pour le coup, en bon état, mais par contre, une énergie de chauffage et de production d'eau chaude qui étaient vraiment là, pour le coup, plus du tout adaptées, puisqu'on était sur un système au fioul. Donc là, on a travaillé sur les conforts d'isolation qu'on pouvait faire en sous-sol et en plafond, avec donc l'installation par un bon dimensionnement d'une pompe à chaleur RO double service et puis d'une VMC. Donc, avec ces travaux-là, encore une fois, l'idée, c'était d'avoir un saut d'au moins 2 étiquettes énergétiques et puis un investissement en travaux qui rentre aussi dans une logique par rapport à ça. Donc là, on arrive à effectivement 50% de gain énergétique avec une pompe à chaleur. Il y a des gains GES, eux, pour le coup, forcément, avec la pompe à chaleur, qui sont de l'ordre de 90%. Ouais, c'est ça. Effectivement, Sylvain me montre une petite info. On n'avait pas fait non plus d'isolation thermique par l'intérieur sur ce logement, puisqu'on est effectivement sur un logement qui était occupé, qui a des radiateurs, qui a des prises, qui est petit, puisqu'il fait 60 mètres carrés sur 2 niveaux. Donc, vous imaginez bien aussi les contraintes qu'on peut avoir sur du logement occupé, puisque c'est quand même notre travail, hein, c'est effectivement de loger les gens. Donc, ça apporte effectivement des contraintes supplémentaires. Alors, en tout cas, vous arrivez à une belle, un beau gain énergétique, hein, puisque finalement, même sans faire d'isolation thermique par extérieur, vous êtes arrivé à un résultat qui est correct, très ouais, correct. c'est intéressant effectivement. Voilà. Après, il faut qu'on le fasse de cette façon-là, on n'a pas le choix. Le troisième cas que je vous ai pris, donc c'est donc un des premiers exemples qu'on travaille avec une des entreprises générales qui a été retenue dans le cadre de notre marché. Donc là, on est sur 9 bâtiments qui sont similaires à celui qu'on a sur la photo représenté au cadastre. Donc là, le cas d'école, 18 DPE en F et 18 DPE en E. Il a été choisi avec les 2 entreprises générales de commencer par des choses entre guillemets faciles, parce qu'on se met en marche les uns avec les autres et on apprend à travailler pour trouver les solutions. Donc là, on se retrouve donc sur des visites à faire. On se rend compte qu'on a un petit bâtiment qui a déjà été isolé par les planchers, qui a déjà bénéficié d'une isolation dans les combles, qui a des murs, eux, pour le coup, qui ne sont pas du tout isolés, si ce n'est notre mur orienté plein nord en bardage fibro-amianté. On a des fenêtres qui sont pour le coup, elles, anciennes et un système de ventilation
qui nécessitent largement d'être améliorés également. Donc là, nous, on a fait un pré-diagnostic en tant que maître d'ouvrage, puisqu'on se rend aussi sur nos sites et on va les identifier pour travailler avec l'entreprise générale. Et puis après, en fait, on s'oriente déjà, nous, dans des directions et on se fait conforter par le travail de l'entreprise générale vers l'orientation des travaux énergétiques. Donc là, avec vraisemblablement la dépose d'un bardage amianté, avec toute l'isolation des murs par l'extérieur. Isolation, complément, vérification de l'isolation des combles, vraisemblablement le remplacement des murs extérieurs, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, dans le cadre de l'isolation thermique des murs, on ne pourra pas le refaire, ce sera beaucoup plus compliqué. Là, on est vraiment sur une cohérence des travaux ensemble et effectivement travailler bien mieux la ventilation, puisqu'on est aujourd'hui sur un système qui date fin des années 80, début des années 90, et un renforcement de l'isolation de notre plancher bas. Là, on a différentes catégorisations en fonction là, j'ai pris l'exemple d'un logement qui était en F, qui pouvait effectivement, en fonction des priorités, passer en D, mais qu'il faudra qu'on passe en C. Si effectivement, on veut aller chercher du financement et de la subvention, alors quelle qu'elle soit, y compris certificat d'économie d'énergie, réduction sur la taxe foncière, etc. Et puis des gains GES, eux, pour le coup, qui on voit avec des forts travaux d'isolation sur ce bâtiment, qui permettent d'avoir plus de 70% en GES et presque 70% en énergétique pour des investissements calculés alors de 30K au logement, donc pour 36 logements. Donc, ça fait effectivement quand même des opérations qui sont déjà plutôt importantes à travailler dès le départ de nos opérations. Et l'autre entreprise générale avec laquelle on travaille, on s'oriente là pour le coup sur des petits logements individuels. Donc, je n'ai pas de slide par rapport à ça, mais ça y est, on commence à travailler sur cette thématique-là. Voilà. Voilà, il y a une diapo avec vos coordonnées. On va effectivement la remettre au public. Merci à vous là, pour cette présentation de ces éléments. Alors, on a plein de questions là qui tombent. J'avais une question à vous poser à tous les deux, effectivement, Alexandre. Est-ce que, en termes de réévaluation des loyers, parce qu'effectivement, on peut se poser la question, j'en avais deux, c'est est-ce que vous avez des bâtiments sur lesquels vous avez fait des travaux et vous arrivez effectivement aux économies attendues? Et puis, deuxième chose, est-ce que vous réévaluez les loyers derrière? Alors, Ça vaut pour Philippe, aussi pour Matera. attaquer sur la partie travaux, puis je laisserai Sylvain répondre sur l'autre partie s'il veut. Sur la partie travaux, là, dans le marché à proprement parler, on est sur une orientation, c'est-à-dire qu'on commence tout juste. On a des habitudes, effectivement, où on est capable, en tant que maître d'ouvrage, d'aller dire on veut faire du BPC ou du HPE, et on va vers ces orientations-là, et on va chercher. On a commencé à mettre en place des systèmes de télé-relève et d'information de suivi de consommation avec les clients pour avoir effectivement des vrais retours en termes de consommation dans les logements. Voilà. Donc, sur le FEG à proprement parler, on est vraiment aux prémices. On a essayé d'être rapide et efficient, mais aujourd'hui, on n'a pas encore initié de démarche travaux avec ce marché-là. Ouais. Et en termes de réévaluation des loyers, alors comment vous voyez les choses pour vous, Sylvain? Alors, moi, oui, effectivement, ça, c'est intimement lié à l'atteinte de la performance, parce que c'était aussi votre question. Hein, c'est est-ce qu'on atteint les performances? Moi, c'est le regret que j'ai. Je m'aperçois aujourd'hui, on parle de DPE, mais c'est aussi le cas avec la RE 2020 pour les constructions neuves, c'est que la performance énergétique réelle, c'est un peu le parent pauvre aujourd'hui de l'énergie. Et c'est vrai que nous, on fait ce type d'études, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait une réhabilitation d'ampleur, on essaie de tirer les lignes comptables sur l'énergie avant et l'énergie après. Et ce qu'on constate, c'est que l'économie prévue, elle est très, très rarement atteinte. Très, très rarement atteinte. Et on a parfois des rapports, on est à 50% de ce qu'on devrait atteindre. Après, ça s'explique. Ça s'explique parce qu'un DPE, comme une étude THCEX, prend des hypothèses conventionnelles sur l'occupation, sur la température de chauffe, sur le nombre de douches qui vont être pris à la semaine. Et ça, ça fait qu'aujourd'hui, on a un décalage entre la consommation réelle et celle qui est prévue. Et on a aujourd'hui des mécanismes en tant que bailleurs sociaux qui nous permettraient de financer quelque part les travaux avec ces économies-là. Mais c'est un sujet c'est compliqué de mettre en place ce levier-là pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de garantie
sur l'atteinte des performances réelles. Après, pour terminer. Oui, parce que le bailleur peut, sur les économies qui sont réalisées, refacturer, entre guillemets, 50% des économies à son locataire, c'est ça? Mais Exactement. ça, vous ne le faites pas? Ça, on ne le fait pas. Après, c'est un choix de l'entreprise. C'est un choix de l'entreprise parce que on s'aperçoit que les économies dont vous parlez, elles sont calculées sur la base d'un moteur de calcul THCEX, qui reste, c'est pas un moteur prédictif, c'est vraiment du calcul pur et dur. Et nous, le retour d'expérience, on a pris une quinzaine de réhabilitations menées chez nous, et on s'aperçoit que l'économie attendue, elle est dans la majorité des cas pas présente, quoi. Donc c'est quand même très compliqué de mettre en place ce levier. Philippe de Montagu, est-ce que vous avez des retours d'expérience aussi sur les bailleurs qui auraient réalisé des travaux, qui ont relevé le niveau de loyer, parce que ce qu'on appelle aussi la valeur verte d'un logement, à la fois en tant que propriétaire, quand je revends ou quand je loue. Ah, il faut ouvrir le micro. Philippe, vous avez le micro qui est fermé. Vous avez le micro qui est fermé. Voilà. Voilà, c'est bon. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas eu de retour d'augmentation de loyer parce que je pense que les contraintes sont quand même assez récentes. C'était en août 2022, donc c'était il y a 8 mois. Et qu'il n'y a pas eu forcément de travaux au niveau de la copropriété qui a pu être fait. S'il y a eu des travaux qui ont pu être faits, c'est suite à des isolations, je pense des changements de fenêtres, on va dire des petits travaux réglementaires. Je pense que les gens se sont simplement dit, je vais sortir de ma classe passoire thermique et je vais éventuellement pouvoir relever mon loyer, mais c'était pas calculé sur des gains énergétiques, je pense pas. Oui. Alors, Julien, sur l'accompagnement, on voit que effectivement, de la part des clients que vous accompagnez, il y a un gros accompagnement à faire, c'est-à-dire ce travail de bureau d'études, c'est-à-dire qu'est-ce que veut le client, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les contraintes architecturales. On n'a pas parlé des architectes de bâtiments de France, mais là vous avez décrit aussi dans un village, vous ne pouvez pas faire d'isolation thermique par l'extérieur, donc vous c'est un gros enjeu en tant que bureau d'études. C'est un enjeu majeur et puis j'ai envie de dire le préambule à nos actions. C'est-à-dire que c'est très, très compliqué pour nous, si je prends l'activité audit énergétique, de faire un audit pertinent si au préalable, on n'a pas la connaissance de notre client, sa stratégie, ses besoins, par quel bout on va prendre le sujet, définir des scénarios de travaux sans prendre en considération la personne à qui on s'adresse. Ça va être très compliqué. Si je prends le cas d'Inolia, ils ont effectivement parlé de stratégies qui concernaient toutes les directions. Parce que côté bailleur, il y a un enjeu majeur qui a été faiblement abordé. Là, c'est l'aspect maintenance de ce système. C'est-à-dire que de mettre en œuvre un autre système que celui qui était présent, ça veut dire changer aussi derrière toute la chaîne aval de maintenance du bien. Donc tout ça, on doit le prendre en considération quand on travaille avec nos clients sur les préconisations de travaux. Et de la même manière qu'on aura le même sujet chez les copros. C'est-à-dire que en fonction de la taille de la copro, en fonction de sa maturité, en fonction aussi des sensibilités des copropriétaires, on va avoir des approches qui vont être assez différentes, puisque si vous avez affaire à des copropriétaires qui sont sensibilisés, vous n'allez pas tenir le même discours et atteindre finalement, proposer les mêmes projets que si vous avez des copropriétaires très réfractaires à l'idée de faire des travaux. Il y a un pragmatisme qui s'impose à nous. Donc oui, cette qualification du besoin, elle est essentielle et c'est le premier travail amont et c'est ce que Philippe expliquait tout à l'heure. C'est que sensibiliser, échanger avec les copropriétaires, c'est pour moi l'enjeu majeur aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça, c'est pas bien fait, je pense que derrière, il ne se passera pas grand-chose. Et je vous rappelle encore une fois qu'au-delà des obligations réglementaires, le niveau d'enjeu, il est beaucoup plus important que simplement savoir si on va pouvoir relouer ou pas un bien. Il y a un enjeu de réchauffement climatique derrière tout ça, où on a tous une grande responsabilité dans nos actions. Et tous les professionnels qui sont autour de la table là, c'est finalement le sens de notre travail aujourd'hui.
Philippe, Philippe Sell, quand vous travaillez avec les copropriétaires dans le cadre des audits, donc vous avez un travail en amont sur lequel vous faites une enquête de chacun des copropriétaires. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Parce qu'on voit effectivement, on avait oublié, merci Julien de rappeler, c'est que les travaux qu'on fait, ça a des conséquences aussi sur la gestion et la maintenance du bâtiment après. Donc, il faut éveiller les copropriétaires sur ces sujets. Ouais. Oui, oui, tout à fait. On a donc, comme le disait Julien, déjà c'est un audit et comprendre ce que veut le client final. Et ensuite, on a des visites et des audits préliminaires à la phase de calcul THCEX ou 3CL auprès des utilisateurs pour bien comprendre la problématique du bâtiment. Oui, donc il y a un aspect technique et un aspect effectivement qui est de prise en compte des besoins. Alors, il y a plein de questions qui tombent, même on ne sait même pas lesquelles prendre. Alors, une question de Michael. Vous permettez qu'on prenne quelques questions, cher conférencier, parce que le temps file. Bonjour, il nous semble que le PPT comprend selon le service public .fr le DTG et le DPE collectif, et en option l'audit énergétique. L'audit énergétique est aucunement nécessaire. Alors, est-ce qu'on peut repréciser à notre public les différentes obligations? Parce qu'on Moi, je parle veux audit bien. énergétique aujourd'hui, mais c'est compris dans le DTG, hein, c'est ça Non, qu'il non, faut moi, je veux bien répondre à ça. Il y a Julien. l'aspect réglementaire et puis il y a la finalité de la démarche. C'est-à-dire que l'aspect réglementaire, alors le DTG, c'est un diagnostic de mise en copropriété qu'on élabore quand on crée une nouvelle copropriété. Donc, dans ce cadre-là, il y a un DTG et dans le DTG, il y a déjà un plan de travaux qui rematche bien avec le plan pluriannuel de travaux et un DPE qui est réalisé. Dans le cadre des copropriétés existantes, là, on a l'obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique qui donne un petit peu le point zéro de la copro au moment de la visite. Et derrière, il y a une obligation de réaliser un plan pluriannuel de travaux. Maintenant, et ça, c'est la réglementation, c'est-à-dire qu'on peut se borner à faire un DPE avec les préconisations du DPE et un DTG. DPE collectif, hein, là on parle sans Tout à fait, copropriété. Hein. tout à fait. Pourquoi nous, on parle d'audit aujourd'hui? C'est parce que quand on va élaborer un plan pluriannuel de travaux, qui est très similaire finalement côté bailleur au PSP, le plan de stratégie patrimoniale, sauf que là, ce n'est pas aux bornes d'un parc, c'est aux bornes d'un immeuble. Si on ne se donne pas tous les axes de réflexion, et je pense que l'audit, plus que le DPE, permet de scénariser des travaux et de travailler des bouquets, parce que l'enjeu pour une copro, il n'est pas tant d'écrire ce qu'on va faire sur les 10 prochaines années que de savoir comment on va lisser dans le temps l'atteinte d'objectifs vertueux. Et je pense que toutes les copros n'ont pas les moyens de lancer d'emblée une rénovation globale, ou en tout cas, même si elles le souhaitaient, ce n'est pas toujours faisable avec les leviers financiers à leur disposition. Donc, il y a un intérêt aussi à scénariser des bouquets de travaux qui vont créer une progressivité dans le temps et qui vont rendre financièrement digestes aussi ces travaux d'amélioration. Et ça, le DPE ne le permet pas. Et le PPT en tant que tel, qui va lister les travaux préconisés sur 10 ans, s'il n'est pas assis sur un document qui va permettre de pondérer ces scénarios, voilà. Je pense que l'audit découle du PPT et qu'il n'y a pas besoin effectivement d'écrire dans les textes qu'il est obligatoire. C'est juste que c'est un maillon qui permet de faire un PPT sensé sur des travaux de rénovation. De la même Mais manière qu'aujourd'hui, si les primes sont assises sur la fourniture d'un audit qui permet de calculer un atterrissage, c'est pas sans raison. C'est que subventionner quelque chose dont on ne maîtrise pas l'aboutissement, c'est quand même compliqué. Oui, donc finalement, c'est un outil pas réglementairement décrit en tant qu'obligatoire, mais nécessaire pour réaliser un plan pluriannuel de travaux. Je voulais vous poser une question à vous pour Sylvain et Alexandre.
quand on fait une rénovation globale énergétique aussi, on gagne en maintenance sur le bâtiment, si c'est bien conçu, parce que finalement, vous êtes sur des bâtiments qui peuvent être, s'ils ne sont pas rénovés, qui peuvent être dégradés, qui coûtent cher à l'usage. Et donc, il y a aussi cet intérêt au-delà de l'aspect énergétique. Je vois Sylvain qui n'a pas l'air d'accord avec moi. Pardon. Oui, alors, pas toujours. On ne gagne pas toujours maintenant. La certitude, c'est que le client, sur la partie énergie, il va gagner. Ça, c'est, voilà, on fait de l'ITE, des menuiseries. Après, sur la partie maintenance, c'est pas toujours vrai. Je vous prends un exemple très simple d'un pavillon au gaz qu'on va basculer sur une pompe à chaleur. Ce qu'on appelle nous le P2, enfin la partie maintenance sur les équipements n'est pas le même du tout. C'est-à-dire qu'on a un rapport 3 entre une chaudière gaz et une pompe à chaleur, en plus. Et parce que c'est aujourd'hui un équipement qui est moins maîtrisé. Je pense que là, le DPE, on le voit bien, il valorise extrêmement bien la pompe à chaleur. Donc, de toute façon, et c'est dans le sens de l'histoire, en plus, nous, on s'en félicite, hein, mais on a quand même 60% de notre parc qui est au gaz. Ça veut dire que demain, il va falloir sortir du fossile, et ça passe par l'installation des pompes à chaleur. Sur les chaufferies collectives gaz, c'est la même. Ce qu'on peut envisager, c'est de remplacer dans un avenir moyen peut-être nos chaufferies gaz par des pompes à chaleur géothermiques. Voilà, c'est un peu le même calcul. C'est qu'aujourd'hui, une pompe à chaleur, une chaudière gaz collectif, c'est quelque chose qui est très maîtrisé. Les coûts d'exploitation sont très maîtrisés. Donc, un exploitant ne prend aucun risque par rapport à ça. Par contre, demain, s'il doit exploiter une pompe à chaleur collective, je pense que ça aura une réelle incidence sur les coûts d'exploitation. Philippe Selle, je vois une question pour vous qui est sur le DTG. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail de l'aspect technique des calculs sur le DPE, pardon. Le DPE prend-il en compte la nature exacte de l'isolant mural ou donc de l'isolation du double vitrage également. Comment est construit le DPE? Au moins, la question que je voulais plutôt vous poser, c'est est-ce que l'audit va plus loin dans la manière dont est analysé le bâtiment? On a compris qu'il y avait tous ces schémas ces scénarios de travaux qui étaient la grosse différence, la prise en compte du besoin du client et les scénarios de travaux. Mais au niveau calcul en lui-même, est-ce qu'il y a des différences marquantes entre l'audit et le DPE? Alors, pour répondre à la question, évidemment, on est en capacité de prendre des épaisseurs d'isolant et ainsi de suite. Chose qui est très importante, c'est de récupérer un maximum d'informations préalablement à l'intervention. D'ailleurs, nous, on essaye réellement de bloquer les interventions tant qu'on n'a pas ces informations parce que c'est primordial. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que moins on a d'informations, pire sera la note. C'est quoi les informations qui sont vraiment indispensables? Les informations de travaux qui ont été réalisés sur les dernières décennies, tout ce qu'on peut récupérer sur la construction, les entretiens des chaudières, les épaisseurs d'isolant, les types de fenêtres, tout ce qui peut être récupéré pour avoir les vrais R et non une estimation sera bénéfique pour le donneur d'ordre et pour la lettre finale. Ensuite, le diagnostiqueur, quand il est sur place… Le R, ça, il faut le décrire, ça, le R, là, puisque Philippe, vous rentrez dans des aspects techniques. Le R, donc c'est le coefficient de résistance thermique, tout simplement, du matériau. Et clairement, le diagnostiqueur, s'il n'a pas cette information-là, il ne peut pas l'estimer. Donc, il va mettre une année de travaux. S'il n'a pas d'année de travaux, il va mettre l'année de construction. Et là, clairement, s'il y a eu des travaux qui ont été faits en intermédiaire, ça va pénaliser énormément le bâtiment. Donc, c'est vraiment important d'apporter un maximum d'informations. Sinon, on peut pas, malheureusement, on peut pas taper sur les doigts du diagnostiqueur qui aura sorti un diagnostic de performance énergétique ou même un audit avec des résultats qui sont moins bons. Et c'est vraiment la chose à retenir, ne serait-ce que de commencer par l'année de construction du bâtiment. Ça peut paraître étrange, mais on ne peut pas partir sur le terrain sans préparer la mission. Ça, c'est évident. Et je pense que c'est le principal changement, d'ailleurs, entre
l'ancien DPE et le nouveau, c'est au-delà du moteur de calcul, c'est la fiabilisation de la donnée entrante. Et donc aujourd'hui, décrocher son téléphone, demander à un diagnostiqueur d'intervenir dans l'heure pour faire un DPE, je ne vais pas dire que c'est inenvisageable, mais c'est vraiment pas sérieux. Il y a vraiment une partie documentaire amont qui est systématique maintenant. Et pour compléter, parce que de temps en temps, on n'arrive pas à récupérer les informations, mais par contre, ce qui se fait de plus en plus, ce sont des investigations complémentaires où on vient faire un carottage pour, par exemple, voir une épaisseur d'isolation extérieure ou intérieure. Oui, parce que c'est ça, Philippe de Montagu, qu'il faut aussi faire passer comme message, et c'est ce que disait Julien aux copropriétaires, c'est que là, on n'est pas à réaliser des documents qui sont que obligatoires, hein. Il faut mettre ça dans une logique et donc il faut faire les choses correctement pour qu'il y ait des bonnes décisions qui soient prises et puis ça dans la durée. Est-ce que les copropriétaires que vous avez face à vous, Philippe, ils ont pris conscience de ça? C'est-à-dire c'est plus un rapport parmi tant d'autres qu'on va laisser dans un tiroir. Il y a vraiment un document de travail qui va servir pendant plusieurs années. En tout cas, c'est ce à quoi on s'applique. C'est vraiment de les informer, les sensibiliser à l'importance de ce genre de document qui, vu son coût, doit être aussi utilisé, parce que c'est bien beau de payer 5 000 € pour un document, mais si c'est pour pas l'utiliser, c'est aussi un peu de l'argent mis par la fenêtre. Et nous, on essaye de travailler de manière un peu plus, enfin, de manière un peu globale aussi, en poussant notamment ce que vous appeliez tout à l'heure la valeur verte, effectivement, qui est une notion qui a été mise en avant par les notaires, qui explique la différence du prix du logement selon l'étiquette énergétique pour une même zone géographique. Et expliquer que tout simplement un logement en lettre B ou C se verra valorisé de plus 5 ou 10% par rapport à un logement D, et qu'un logement F ou G sera dévalorisé de 5 ou 15% par rapport à un logement D. Et en fait, nous, on vient vraiment travailler sur ces notions-là pour essayer d'inclure au maximum l'ensemble des copropriétaires, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, pour justement pousser ces rénovations globales. Et effectivement, l'idée, c'est de sensibiliser chacun à ces choses-là et leur donner un peu plus de contexte aussi, en se disant, aujourd'hui, le prix le prix du chauffage, le prix de l'eau chaude sanitaire est, on va dire, contrôlé par l'État, par le bouclier tarifaire qui a été mis en place. Mais en revanche, rien ne nous garantit que le bouclier tarifaire va continuer, et rien ne nous garantit que le marché de l'énergie va aussi va se stabiliser. Et en fait, dans ces scénarios de travaux, si on prend un scénario assez alarmiste, c'est assez facile, et en tout cas, c'est notre rôle, nous, un peu de lanceur d'alerte au niveau de notre communauté de copropriété, de leur dire attention, si vous voulez vraiment être prévoyant, investissez sur de la rénovation globale aujourd'hui, plutôt que dans 3 ans, quand le prix de l'énergie aura peut-être doublé, et que le prix des matières premières, qui est directement indexé sur le prix de l'énergie, aura lui aussi doublé, qu'il y aura une tension au niveau du marché du travail, au niveau du marché du travail du bâtiment. Et donc, cette tension fera évidemment monter aussi le prix de la main-d'œuvre. Enfin bref, tout porte à prévoir quand même que les travaux vont coûter forcément de plus en plus cher. Alors certes, les gains énergétiques associés seront peut-être aussi de plus en plus intéressants, mais mieux vaut les faire aujourd'hui que dans 3 ans, quand on sait que, à mon avis, le prix de la rénovation aura été multiplié par un facteur important. Oui. Vous, je parle pour Inolia sur les travaux que vous faites. Là, il y avait une question de Laurent qui disait ce qui freine beaucoup la rénovation, c'est le coût ou les contraintes architecturales. C'est quoi qui vous freine, vous, dans les travaux? Il n'y a pas grand-chose qui nous freine. Il faut quand même se dire qu'on est principalement sur des interventions en site occupé. Donc déjà, ça, c'est important comme donnée, puisqu'on intervient chez des gens, en fait, qui habitent le logement. C'est une contrainte. L'autre contrainte qu'on retrouve effectivement, comme le disait Julien tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est sur du patrimoine qui est aussi ancien, dans lequel on va souvent avoir des récurrences d'amiante ou des récurrences de plomb. Donc ça, ce sont des traitements complémentaires qu'on doit faire. Sur le volet architectural, on arrive quand même assez facilement à travailler avec les architectes des bâtiments de France, à prendre en compte les PLUI, les PLU qu'on a en cours,
pour s'adapter aux demandes et aux restrictions qu'on pourrait avoir sur un secteur. On appelle les mairies, on échange avec eux, on leur dit ce qu'on envisage de faire et souvent, ils y répondent favorablement. Le cas d'un exemple que j'ai montré, on est reparti sur une couverture en zinc bien traditionnelle, joint debout, quelque chose de brillant, quelque chose de joli, qui correspond au secteur. Genre, effectivement, on est sur une contrainte purement architecturale, là aussi, où on ne peut pas faire d'isolation thermique par l'extérieur, mais ça peut être un frein, on a plusieurs freins. Après, on essaie toujours de travailler avec les différents possibilités qu'on peut avoir, et effectivement, les coûts en travaux, après, sont mis dans des balances qu'on va regarder en fonction des capacités financières qu'on peut aller chercher en termes de subventions sur un produit qu'on pourrait sortir à 60K ou pourquoi plutôt à 45, si on est à 60K en BBC ou si on est à 45 en HPE. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on va regarder et qu'on va essayer de… 60K euros, alors 60 000 euros, c'est Oui, ça, tout vous à voulez fait. dire par logement, Ah, hein, tout à fait. pour décrypter. Philippe Sell, je voulais, comme je vois le temps qui tourne, excusez-moi, Alexandre, là, il y a des questions qui tombent aussi sur, on va y répondre tous ensemble, hein, sur les qualifications des personnes qui interviennent, les qualifications des personnes qui font les DPE, quelles sont-elles, les qualifications des personnes qui vont faire les audits, les qualifications pour l'accompagnement aussi. Ouais. Est-ce Alors, qu'il faut être RGE, PRGE? Bon, enfin, est-ce qu'on peut répondre à sur la ça? partie DPE, il n'y a pas de changement, hein. DPE, donc sans mention et avec mention pour ceux qui vont faire des DPE immeubles entiers. Ensuite, à partir du moment où on parle d'audit, donc l'audit maison individuelle peut-être immeuble collectif en monopropriété peut être fait par un diagnostiqueur qui a validé ses compétences, fait une formation supplémentaire et qui a une attestation de son certificateur. Et ensuite, dès que l'on passe sur de l'immeuble collectif avec copropriété et audit BAO, eh bien, BAO? on est THCEX, enfin THCEX, on est RGE, donc obligation de qualification d'entreprise. Qui peut être aussi repris pour la maison individuelle. Celui qui est RGE peut faire la maison individuelle, évidemment, sur l'audit énergétique. Oui, je vois, il y a marqué qualification 1905 au PQIBI. Est-ce qu'on confirme ça? Ça, c'est une Benoît Oui, qui note ça dans le chat, c'est ça? c'est ça, exactement. Donc, vous avez ces qualifications chez ADX, j'imagine. Oui, tout à fait. Enfin, il y a l'équivalent chez AFNOR. Voilà. N'est pas seul. D'accord. AFNOR, elle s'appelle comment la qualification AFNOR, là, juste pour la citer? C'est AFNOR RGE. RGE. Je voyais d'autres PQBI. Là, j'ai ouvert la boîte de Pandore là, avec toutes les qualifications. J'ai un petit quiz, cher conférencier. Il nous reste 2 minutes, cher public. Est-ce qu'on en profite pour le faire? Allons-y. Pour vous. Et on va voir si vous avez bien suivi, si vous êtes capable de noter. On attend de vous qu'il y ait 100% de bonnes réponses. Donc, voilà, un immeuble est considéré comme passoire thermique lorsqu'il obtient une étiquette énergétique notée G, F ou G, E, F ou G. On vous laisse voter. Ensuite, les biens possédant une étiquette énergétique F seront interdits de mise en location en 2024, 2028 ou 2034. Voilà, allez, je vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Là, ça vote. Vous êtes très nombreux, hein, on est plus d'une centaine ensemble. On aura le décompte à la fin de la conférence. Voilà, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Qui est-ce qui veut effectivement commenter ça alors? Les immeubles, première question, les immeubles est considéré comme passoire thermique lorsqu'il obtient une étiquette. Quelle était la bonne réponse? F ou G. F ou G, donc c'est la deuxième réponse. Hein, c'est ça, oui. Alexandre? Oui, ça, ouais. Donc il y a 73% du public, notre cher public, qui a répondu correctement. Les biens possédant une étiquette énergétique F seront interdits de mise en location 2024, 2028 ou 2034. C'est quoi la bonne réponse? 2028.
c'est 2028, donc 61% du public a eu la bonne réponse. Vous voyez, il y a encore un petit peu de travail pour bien suivre. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces obligations, on peut s'y perdre. Pour laisser le mot de la fin peut-être à Julien, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une grosse dimension. Alors, effectivement, il faut voir pourquoi on fait tout ça. Et donc, effectivement, c'est pas qu'un papier. C'est ce que vous rappeliez, Julien, remettre ça en perspective par rapport au réchauffement climatique, les enjeux qu'il y a. Et donc, il faut donner du sens à la fois aux diagnostics, aux audits qu'on va réaliser et aux travaux qui vont être faits. Et puis, il y a une grosse mission d'accompagnement que vous avez à opérer, qu'il faut opérer à la fois auprès des copropriétaires ou des bailleurs sociaux pour faire les bons choix de travaux. Oui, enfin, c'est pas nous en fait, c'est tous. On a tous un grand rôle à jouer dans la pédagogie de la chose. Et je vais rebondir sur ce que disait Sylvain tout à l'heure. Pour constater que les travaux génèrent des économies, il y a un gros travail de pédagogie avec les occupants, de la même manière qu'il y a un gros travail de pédagogie de la part de toute la profession, aussi large soit-elle, sur les enjeux. Et ça rejoint aussi cette nécessité de monter en compétences que j'ai pu lire dans le fil de discussion. C'est-à-dire que si on est conscient des enjeux, on rentre dans un cercle hyper vertueux, mais il ne faut pas oublier que voilà, c'est un travail extrêmement collectif. Et ce n'est pas une profession qui doit faire de la pédagogie pour les autres, c'est l'ensemble des professionnels qui sont concernés. Parce que là, aujourd'hui, on a parlé de bâtiments. Essentiellement résidentiel. On a déjà fait une webconf sur le tertiaire, il me semble, l'an dernier. Mais il n'y a pas que le bâtiment et c'est l'ensemble des activités aujourd'hui qui ne doivent pas perdre de vue le sens de toutes ces actions. Très bien. Donc, effectivement, c'était Philippe. Les deux Philippe, Alexandre, Sylvain et Julien, c'est que l'ensemble des acteurs doit travailler de concert avec les maîtres d'ouvrage pour faire en sorte qu'on aille vers cet objectif. Merci à vous toutes et à vous tous, chers publics, chers conférenciers. Il est 11 heures, hein, donc ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Il y aura un replay qui sera disponible d'ici une petite semaine. On vous passera également les présentations pour ceux qui répondront au questionnaire de satisfaction que vous recevrez d'ici une petite heure à peu près. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. On vous remercie encore, chers conférenciers, Merci à tous. Matera et Inolia d'être intervenus, ADX d'avoir co-organisé avec nous, Améliorons la ville et le Grand Circuit, cette conférence. C'était un grand plaisir. Et puis, on se reparle très vite. À bientôt alors, hein. Je vais couper ce webinaire. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.